Une séance de qualification absolument palpitante et incroyablement serrée avec 24 pilotes qui ont donc découvert ce circuit, qui se sont battus pour décrocher la meilleure place sur la grille de départ pour la première fois ici à Puebla. Ça va être une course passionnante. Et nous voici avec Jake Dennis, troisième sur la grille de départ. Et en partant, sachant que vous étiez dans le groupe 2, c'est plutôt pas mal comme issue de ces qualifications. Oui, c'est plutôt bien, tout s'est plutôt déroulé comme on le voulait. Après c'est vrai que au final j'étais assez surpris de voir à quel point le groupe 2 avait réussi à tirer son épingle du jeu par rapport aux autres, mais tant mieux, c'est ce qui nous a permis de se hisser en Super Pole. Quel virage est finalement le plus compliqué? Les pilotes nous parlent beaucoup d'un circuit compliqué, mais quelle est la partie la plus dure? Je sais pas, je dirais que oui, le virage 15 est assez difficile avec le banking parce qu'en fait il nous éjecte à la sortie. On a envie de rentrer fort et de se servir du banking, mais il faut faire attention à ne pas aller toucher le mur à la sortie. Et c'est vrai que c'est assez délicat. Est-ce que vous pensez que vous pouvez depuis cette troisième place aller chercher une victoire? Oui, c'est le plan. Mais ouais, j'espère qu'on pourra terminer dans le top 3, top 4. Je pense qu'avec nos performances, c'est la place qu'on mérite. Mais voilà, il va falloir mesurer la prise de risque en course. Il part deuxième sur la grille de départ, c'est Oliver Rowland de chez Nissan. Je suis plutôt satisfait de la séance, enfin, c'est assez mitigé, après il va falloir voir comment le circuit évolue. Mais bon, je pense que deuxième ça aurait pu être pire. Et on a une belle opportunité de faire un meilleur résultat encore aujourd'hui. Qui vous craignez le plus? Pour l'instant c'est difficile à dire. Beaucoup des gars de ces gars sont quand même très vite encore ce week-end. Je pense qu'ils seront nombreux à être très vite. Jev particulièrement qui part juste derrière sera un des pilotes qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention. Après la météo va jouer un rôle important sur cette course. S'il pleut, ça va complètement redistribuer la hiérarchie. Et on a peu d'expérience sur ce circuit, très peu d'expérience en long run. C'est une course qui peut réserver beaucoup de surprises. Et il part depuis la pole position, c'est Pascal Wehrlein. Quel tour incroyable vous avez réalisé. Oui, je suis vraiment satisfait, je me sens très bien là dans la voiture et sur ce circuit. Et je pense qu'on a aussi franchi un cap, on a pris le temps de bien analyser les premières courses depuis le début de la saison. Et clairement, on a passé un cap. Je sens qu'on peut encore progresser et ça peut donner de belles choses. Un mot sur le circuit, le circuit il est très sale, ça glisse quand même beaucoup, on se bat vraiment pour trouver le bon équilibre. Ça reste très glissant, la météo n'a pas aidé. Après, je dois avouer que c'est pas mon circuit préféré, mais bon, on y est performant, donc moi personnellement ça me va. Bon, est-ce que vous êtes plutôt confiant pour votre résultat en course? Vous savez, je vais faire le max. Bon, les gars nous disent qu'on attend de la pluie, donc je reste quand même très prudent sur ce que ça va donner.
Voilà, vous sentez certainement l'atmosphère qui monte dans cette pit lane, la tension qui est désormais palpable à quelques minutes du départ. Ne bougez pas puisque dans quelques instants, vous aurez la possibilité de vivre en direct et en intégralité le e-prix du Mexique. Ça sera sur le tracé de Puebla. Vous est présenté par Total Energy. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, nous sommes à Puebla au Mexique pour le 8e rendez-vous de cette saison 7 du championnat du monde FIA Formula I. Et pour l'occasion de ce double rendez-vous du Mexique à suivre aujourd'hui et demain sur les antennes d'Eurosport, nous avons le grand plaisir d'accueillir un pilote que vous connaissez bien sur les antennes d'Eurosport. Il a couru lors de la saison 2 de la Formula I et depuis, eh bien, il s'illustre en championnat du monde des voitures de tourisme au volant d'une Audi du Team Come To You, c'est Nathanaël Berton. Salut Nathanaël. Salut, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, c'est un réel plaisir de vous accueillir sur cette antenne. Ah, plaisir partagé avec vous Adrien, c'est super. Et bienvenue donc sur ce circuit de Puebla, puisque pour la première fois de son histoire, la Formula I va courir sur ce circuit de Puebla au Mexique. Vous connaissiez peut-être le tracé de Mexico City, seulement voilà, à Mexico actuellement il y a un hôpital de fortune qui a été monté pour pallier à la pandémie mondiale, et du coup la Formula I a su s'adapter et on va courir ce week-end sur ce circuit très old school de Puebla. On en a vu quelques images lors de la Super Pole, Nathanaël. Un circuit qui est quand même très à l'ancienne, très bosselé, où ça frotte, ça tape. Voilà, on est sur du old school très Mexique. Et oui, ça fait penser un petit peu à Nordschleife du Nürburgring, à la boucle nord. Un circuit très old school où il faut être très proche des murs, de la corde, avec beaucoup un goudron très abrasif, beaucoup de bosses, voilà, très bumpy comme on dit dans le jargon. Et c'est pas simple, c'est pas simple. Je pense qu'on va avoir une course passionnante avec pas mal de rebondissements. Vous découvrez quelques images de Puebla qui a accueilli le championnat du monde des voitures de tourisme de 2005 à 2009. Un circuit à l'ancienne mais où les courses y sont toujours très disputées. Un tracé très technique dans l'infield puisqu'on est dans l'intérieur d'un ovale. D'ailleurs le virage 15, le dernier virage de ce circuit, c'est vraiment la fin du circuit ovale. Ce banking où les pilotes sortent au millimètre du mur, ça peut offrir quelques surprises. En tout cas les pilotes craignaient justement la pluie pour la négociation de ce virage 15. A priori le soleil est là. Oui, c'est sûr que c'est toujours rassurant. Malgré tout, dans ce grand, on va dire dans ce grand ovale, il y a vraiment un espèce de petit saut. En tout cas, on voit les voitures qui touchent vraiment et qui peuvent donner en fait un arrière très instable. Alexander Sims, un des deux Alex qui court pour Mahindra. On va noter également du côté des pilotes qu'il y a un changement. Joel Eriksson remplace Nico Müller ce week-end chez Dragon. Nico Müller est retenu par le DTM où il court du côté de Monza. Et du coup, eh bien, c'est Joel Eriksson qui est dans la monoplace numéro 6 de chez Dragon. On va remonter un petit peu sur cette grille, mais pas beaucoup malheureusement. Il ne part que 21e. C'est le pilote Mercedes, Stoffel Vandoorne. Comment vous vous sentez à quelques minutes de cette course? Ça va être une course assez compliquée. Ouais, j'ai beaucoup trop de gens devant moi par rapport à ce que je le voulais, mais les qualifs ont été trop durs. La piste était tellement sale, on ne pouvait rien faire depuis le premier groupe. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on n'est pas trop mal en rythme en course. Il faut maintenant voir si la stratégie qu'on a planifiée fonctionne. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment être plus de l'attaque ou est-ce que la stratégie vraiment va jouer un rôle déterminant? Bon, c'est toujours un petit peu les deux. Hein. Après, le problème ici, ça va être de doubler. Lorsque vous sortez de la trajectoire, la piste est vraiment très sale. Donc, si notre stratégie peut nous permettre de doubler le plus de gars possible, tant mieux. Maintenant, bon, comme je le disais, on a un bon rythme en course quand même et j'ai de bons espoirs de pouvoir bien remonter en course. Vous visez les points? Oui, clairement, les points, c'est l'objectif. Voilà pour les quelques mots de Stoffel Vandoorne. Ça fait partie des déceptions. Stoffel Vandoorne partira 21e. Juste derrière, le leader du championnat, Robin Freins, partira 20e sur cette grille de départ. Ah oui, ça va pas être simple, et justement on va avoir une course avec plein de rebondissements. Je pense que c'est une piste où
où c'est pas simple de ne pas commettre d'erreur. Stoffel l'a dit aussi. En plus, la piste est très sale en dehors de la ligne de course. Donc pour doubler, il va falloir prendre un peu de risque. Je pense qu'il va y avoir deux, trois trucs sympas. Ouais, ça nous promet en tout cas une belle course. Alors à noter, on vous l'a dit, hein, que les deux voitures de chez Dragon partiront depuis l'avant-dernière et la dernière place. C'est une décision des commissaires. Ils ont été pris 20 places de pénalité, certainement pour une intervention, un changement de pièces mécaniques. Donc on retrouvera en fond de grille Sergio Sette Camara et Joel Eriksson, on le rappelle, qui remplace Nico Müller. Et ensuite, eh bien, Stoffel Vandoorne qui partira 21e juste devant Tom Blomqvist. Et surtout, eh bien, on retrouvera devant lui Robin Freins. Parmi les déceptions, on va noter également qui part hors des points Nick De Vries, il ne partira que 14e. Alex Lynn partira 16e avec la Mahindra. Norman Nato 17e. Et Sam Bird partira 18e. Beaucoup de pilotes amenés à remonter. Et là, bah oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on nous montre cette image de la voiture d'Oliver Roland. Roland qualifié en première ligne. Visiblement, il y a un problème sur cette voiture. Ça serait terrible parce que Roland, la malchance le poursuit depuis le début de cette saison. Lui qui, on le rappelle, était parti pour décrocher la pole. C'était à Rome qui finalement a touché le mur à quelques mètres de la ligne. Bon, ça encore, c'est pas de la malchance, c'est une petite faute. Mais derrière, eh bien... du côté de la course, lorsque Lotterer et Vandoorne se sont éliminés dans le premier tour, malheureusement, eh bien, Oliver Roland a été pénalisé pour une surconsommation d'énergie. Ça, il y est pour rien, c'est de la calibre, c'est vraiment le software qui est calibré. La malchance qui poursuit Oliver Roland. Là, cette fois, on espère que ça va fonctionner. Ils n'ont pas l'air très inquiets, en tout cas, ils montent dans la voiture. Bon, après, c'est sûr que... C'est pas rassurant quand même, Norman, quand on est pilote et qu'on voit les mécaniciens travailler à tout va sur la voiture jusqu'à la dernière seconde, on imagine que ça ne rassure pas. Non, c'est sûr, mais bon, après, bon, malheureusement, on n'y peut rien à ce moment-là. Je pense qu'il faut se reconcentrer. Mais bon, visiblement, il n'y a pas... je vois pas trop de panique. Donc ça semble être rassurant. J'espère que je ne me trompe pas pour lui, en tout cas, et pour l'équipe d'Ams. À l'image, donc ce circuit de Puebla que vous découvrez certainement. La météo pour l'instant a l'air d'être au beau fixe. Pourtant la pluie a été beaucoup annoncée pour cette course. On va a priori vous proposer une petite interview d'Oliver Roland qui a été enregistrée juste avant qu'il mette son casque. On va certainement en savoir un petit peu plus sur ce qu'il se passe sur la monoplace numéro 22 du pilote Nissan Idams. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment il y a un problème sur votre voiture. On voit que les mécaniciens travaillent. Oui, a priori. Ouais, je vais essayer de faire le mieux que je peux, mais apparemment il y a un signal d'erreur. On cherche d'où ça vient. Ouais, en fait il y a un problème et je n'arrive même pas à communiquer avec l'équipe. Je ne peux même pas parler à la radio. Est-ce que vous avez eu le problème lors des essais ou avant? Non, c'est la première fois. Ouais, je suis sorti des stands et j'ai eu le problème tout de suite. Est-ce comment vous allez communiquer? Je vais devoir à l'ancienne, on va communiquer avec le panneau. Je vais devoir trouver la solution. Le problème c'est que je vais essayer de faire le mieux, mais pour la gestion de l'énergie ça s'annonce très compliqué. Ah non mais alors la Formule I a beaucoup évolué depuis la saison 2, saison durant laquelle vous avez couru Norman Nathanael, pardon. Ça fait deux fois. C'est vrai? Ah pardon, désolé. En plus c'est pas grave. Non mais c'est terrible. Non, voilà. Alors on va marquer une pause, je vais reprendre mes esprits et on va revenir sur l'énorme problème qui se pose pour Oliver Roland. A tout de suite. À tout de suite. Nous sommes de retour à Puebla pour le 8e rendez-vous du championnat du monde FIA Formula I. Vous découvrez les quelques positions aux portes du top 10. Nick Cassidy 13e, Mitch Evans 12e. Le champion en titre Antonio Félix da Costa partira 11e à la porte d'un top 10 qui s'annonce explosif puisqu'on retrouvera à la 10e place André Lotterer. Les deux Porsche sont dans le top 10. Son coéquipier Pascal Wehrlein est en pôle. André Lotterer lui va essayer de prendre des points pour rattraper la saison pour l'instant assez compliquée de Porsche. Il partira juste derrière René Rast en 9e place. René Rast qui partira juste derrière son coéquipier Lucas Di Grassi. Lucas Di Grassi a déjà connu beaucoup de succès sur les prix du Mexique, mais c'est la première fois qu'il va courir comme tout le monde à Puebla. Alexander Sims partira 7e avec des Mahindra toujours très performantes mais parfois avec un manque de fiabilité.
On retrouvera juste devant lui Eduardo Mortara qui était le premier des qualifiés pour la Super Pole. Les deux BMW se sont elles aussi ici en Super Pole. Max Günther est 5e sur cette grille de départ juste derrière le double champion de la discipline. Le français Jean-Éric Vergne partira 4e. 3e place pour Jack Dennis, impressionnant, le vainqueur de Valence qui continue de surprendre sur cette saison. Il partira juste derrière Oliver Roland qui partira en première ligne, mais on va y revenir, qui a des problèmes électriques dans cette Nissan Idams numéro 22. Et la pole position, c'est la 2e de sa carrière pour Pascal Wehrlein. Les 2 pôles, il les a décrochés au Mexique sur 2 circuits différents. Ça s'annonce particulièrement intéressant. À noter donc ce problème sur la voiture de Oliver Roland. Nathanaël, ça va être un vrai défi pour Oliver Roland. Ah oui, c'est sûr que maintenant là sur la Formule E, il y a énormément d'informations, des informations qui sont communiquées par les ingénieurs. Et ben là, il va être tout seul, sauf s'ils ont réglé le problème de communication, mais tout seul là, ça va être à l'instinct et c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. C'est le 8e e-prix de cette saison 7 du championnat du monde FIA Formule E. Soyez les bienvenus à Puebla pour le e-prix du Mexique en compagnie de Nathanaël Berton pour vivre sous le regard de François Sicard, le team principal de l'équipe Nissan Idams et de toute l'équipe BMW, de toute l'équipe Porsche également qui a placé Pascal Wehrlein en pole position. Le 8e départ de cette saison 7, Pascal Wehrlein face à Oliver Roland et le départ de Roland, il est déjà au ralenti. On savait qu'il y avait un problème sur la Nissan Idams, c'est bien cela semble se vérifier dès l'extinction des feux. Les 2 BM et Max Günther, la roue, oh là là, l'attention, et la roue bloquée de Max Günther qui vient attaquer Jack Dennis sur ce départ. Oui, là c'était très chaud. Roland s'est complètement loupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? On rappelle, il est sorti des stands, il n'arrivait pas à communiquer par radio avec son équipe. Et Oliver Roland, alors attention, Sam Bird qui descend au classement. Il y a eu un problème pour Sam Bird, le pilote Jaguar. Roland est annoncé 14e. Et Pascal Wehrlein qui de son côté a pris un bon départ. Quel départ de Max Günther. Maintenant 2e, Jack Dennis 3e, Jean-Éric Vergne 4e. Oh, et ça a tapé derrière pour Cassidy, le pilote Envision Virgin Racing, avec le train avant gauche plié. Ouais, là la course est terminée pour Nick Cassidy, et qui ne va même pas parvenir à évacuer sa voiture. Et ça sent la neutralisation. Ouais, ça sent le safety car. On va attendre la confirmation de la part de la direction de course. Oui, confirmation, là on voit un message sur nos écrans, le safety car qui va être annoncé, voilà, dans quelques instants c'est fait. Interruption de cette course ici à Puebla. Pascal Wehrlein est en tête devant Günther et Dennis. La course est terminée pour Nick Cassidy. Et là on voit les pilotes qui ralentissent très vite. Et oui, il faut gérer, faut très vite mettre la map safety car pour gérer l'énergie et essayer de consommer un minimum. Très important cette gestion. Alors pénalité pour Sergio Sete Camara, c'est certainement suite à un changement technique sur la voiture. Alors Sam Bird, on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait eu un problème, qu'il avait dégringolé au classement, il a été reclassé 17e. Il s'agit d'une décision pour les deux Dragons. Les voitures avaient pris 20 places de pénalité, mais comme elles n'avaient pas 20 places de pénalité à observer sur la grille, on a certainement, Nathanaël, transformé le reste de la pénalité en temps, ou plutôt en drive-through. Ouais, drive-through, alors là ils ont de la chance, il y a un safety car, donc bon, ils vont perdre un petit peu, mais pas tant que ça. Il y a également un stop and go de 10 secondes à observer pour Sébastien Buemi. Ah, il est vraiment au ralenti à l'extinction des feux, Oliver Roland. Il gêne un peu Jean-Éric Vergne. Et dans tout ce chaos, eh bien, Max Günther prend le max de risque pour venir se positionner en 2e place. Quel départ de la part de Max Günther. Ah ouais, là c'était vraiment chaud entre les deux coéquipiers. Ouais, il en manquait pas beaucoup pour s'accrocher. Mais très beau dépassement.
on voit il est sur l'intérieur, on l'a dit, hein, la ligne est sale. Et le départ parfaitement maîtrisé par Pascal Wehrlein. Et en revanche, on n'a pas d'image pour l'instant de l'accident de Nick Cassidy. Est-ce que les 10 secondes de stop and go de Sébastien Buemi sont liées à cet accident ou pas? Voilà, ça doit être vraiment frustrant pour Roland. Partir en première ligne et ouais, c'est... Et là on a l'impression que la voiture fonctionne, hein. C'est vraiment sur le départ. J'espère qu'il va pouvoir essayer de remonter. Et on voit Jean-Éric Vergne qui essaye d'éviter au mieux Roland. Mais entre-temps, Max Günther avait déjà trouvé l'ouverture sur le pilote des Techeetah avant d'arriver et d'attaquer Jake Dennis. Les deux pilotes BMW très fair play quand même ici. Ouais, c'est vrai que ça a été intelligemment fait de la part de Günther. Pas de contact entre Günther et Dennis. Mais Günther qui a besoin de rappeler qu'il est pour l'instant le leader de cette équipe. Et la déception du côté de l'équipe Envision Virgin Racing, Sylvain Philippi à l'image. Le français de cette équipe. Alors, on revoit le contact derrière. Ah, il a tapé sur le Il n'a mur, rien à voir a priori. Là, le stop and go de Sébastien Buemi, c'est une décision des commissaires. Alors est-ce que c'est suite à un... Ouais, non, il va taper, a priori, il va taper tout seul, ou en tout cas, ça n'a rien à voir avec le stop and go de 10 secondes infligé à Sébastien Buemi. La course est en tout cas terminée pour Nick Cassidy. Le voilà indiqué, ce stop and go de 10 secondes pour Sébastien Buemi. Il y a eu beaucoup de travaux faits sur les voitures, beaucoup de pièces de changer. Et nous sommes donc toujours sous régime de safety car. Le peloton emmené par le pilote Porsche Pascal Wehrlein. Et donc on rappelle que dans la gestion de l'énergie, le temps passé sous safety car est important puisque chaque pilote a une quantité d'énergie allouée à cette course. Et il y aura une réduction d'énergie suite au temps passé sous safety car. Plus on passe de temps sous safety car, plus la direction de course va ensuite réduire la quantité d'énergie allouée au pilote. C'est vrai que c'est pas toujours simple à comprendre, mais ça fait partie des spécificités de la Formule I. Il n'y avait pas ça, je crois, sur la première génération de voitures, Nathanaël. Et non, ça a évolué, comme les voitures et les technologies. Yeah, you will slot back in the same position. Okay, so now I've got Buemi now at Gen 1. Ok. Alors on s'est arrêté du côté de Alex Lynn. Et le safety car va s'effacer maintenant. La course qui va dans quelques instants pouvoir reprendre ses droits. Et c'est reparti pour la course dans quelques instants. Le safety car qui va s'effacer. Le peloton qui doit déjà se réduire. Là, on a l'impression que certains pilotes se sont fait un peu piéger. Là, tout le monde n'a pas recollé au peloton. Oui, mais Wehrlein va freiner un petit peu. Ça va permettre à tout le monde de recoller. L'occasion de vous rappeler encore une fois le classement pour cette relance. Pascal Wehrlein, la Porsche de Wehrlein en tête devant les deux BMW. Et drapeau vert, la course est relancée. Ah, c'est pas une très bonne relance, mais ça va suffire. Alors on rappelle que les pilotes peuvent désormais accélérer mais ne peuvent pas se doubler avant la ligne de départ arrivée. Normalement c'est la règle.
Et Max Günther qui est bien resté au contact de Pascal Wehrlein. Et là voilà cette fameuse réduction d'énergie imposée à tous les pilotes. Ça c'est 6 kWh ont donc été calculés en fonction du temps passé sous safety car. Un restart plutôt sage hein, de tous les pilotes. Et déjà des pilotes qui activent le mode attaque. Et déjà le mode attaque. Ouais, Alex Lynn, Robin Freins, Stoffel Van Dorn, Blomqvist. Ils sont plusieurs à avoir plongé pour activer ce premier mode attaque. On le voit en haut, hein, c'est marqué. La zone d'activation est ouverte. Et on rappelle le mode attaque, c'est 4 minutes avec un surplus de puissance de 35 kW. Ah, ce qui permet de pouvoir normalement dépasser. La course qui reste pour l'instant très sage pour l'instant, si ce n'est cette attaque de Sam Bird sur Norman Nato pour le gain de la 15e place et arrive derrière les pilotes avec le mode attaque activé. On vous rappelle que le mode attaque, eh bien, on voit qu'un pilote l'a activé lorsqu'il y a une lumière bleue qui clignote sur le halo. Et 2 activations hein, par pilote obligatoire. 2 activations du mode attaque dans cette course. Et Wehrlein qui active son mode attaque et qui perd ainsi le leadership de la course. Il y a quand même des nuages assez menaçants hein. Derrière, on comprend pourquoi les pilotes craignaient un peu la pluie. C'est vrai que c'est un petit peu noir autour. Ouais, mais bon, pour l'instant, en tout cas, les pilotes qui restent assez sages, elle est assez intéressante, hein, cette stratégie de Pascal Wehrlein d'activer ce premier mode attaque extrêmement tôt. On va voir s'il parvient dans la ligne droite à en tirer le bénéfice. On a eu quelques cas par le passé de pilotes qui, dans des pays un peu plus chauds, activer les modes attaque mais n'en tirer pas beaucoup parti pour éviter de surchauffer les batteries. On sait que c'est moins le cas sur ces deuxième générations de voitures. En tout cas là Pascal Wehrlein il a déjà repassé Jack Dennis. Max Günther est en tête. Ça aussi hein, c'était toujours été une force de BMW. On l'a vu l'année dernière à Santiago. C'était la première victoire de Max Günther et c'était justement une des forces de BMW d'avoir géré les fortes températures. Ah, c'est pas idiot de la part de Wehrlein hein, parce qu'il a bien sûr plus de puissance, il peut normalement doubler dans la ligne droite. Activation du mode attaque là pour Oliver Turvey et pour Oliver Roland. Roland ça ressort. Ouais, ça ressortait juste devant une BMW, ça devait être celle de Stoffel Van Dorn. Wehrlein va encore avoir un tour pour pouvoir doubler. Ouais, on voit, hein, on rappelle 4 minutes par activation. Chaque chevron que vous voyez à côté du nom correspond à 1 minute de mode attaque. Il en reste donc 2 pour Pascal Wehrlein. Là, on peut entendre voilà, sur la voiture d'Igrassi le fond plat qui touche le sol. C'est vrai, vous avez raison Nathanaël. On l'entend bien, on entend bien que ça frotte. Et là on l'entend aussi un peu lifté, c'est-à-dire qu'il va relâcher l'accélérateur pour consommer le moins d'énergie possible. On parle même pas à ce moment-là de regen, c'est vraiment on relâche l'accélérateur, la voiture est en roue libre et on profite de l'élan pour consommer le moins d'énergie possible. Ça aussi le lift est extrêmement important dans ces courses et tout ça c'est calibré à l'avance dans le
dans le simulateur. Hein. Vous avez dû, avant de courir en... Alors je sais pas si le simulateur était aussi précis qu'il l'est maintenant lorsque vous avez couru dans la saison 2, Nathanaël. Mais voilà, les pilotes ont des bips dans le casque. Tout ça c'est calibré au simulateur pour leur dire quand lâcher l'accélérateur, on lift, quand est-ce qu'on prend le frein pour non seulement freiner la voiture mais renvoyer de l'énergie dans la batterie. Tout ça c'est vraiment calibré à l'avance. Oui, on avait le même système, alors peut-être un peu moins poussé, un peu moins travaillé puisque c'était les débuts de la Formule 1. Mais oui, c'est une catégorie où l'ingénierie est très importante. La gestion de l'énergie est cruciale. Et donc c'est vrai qu'il y a des outils très performants pour aider les pilotes. Là on a vu le dépassement de Di Grassi bout ligne droite. Je pense qu'il n'a pas forcément écouté le bip. Il a freiné juste un peu plus tard et après à lui de gérer un petit peu différemment sur son tour pour récupérer l'énergie qu'il a consommée en plus pour faire ce déplacement. On voit Verlaine, voilà, il lui reste 10 secondes d'attaque mode. Il n'a pas réussi à doubler Günther, donc peut-être qu'il va réussir à le repasser, hein, parce que Günther doit passer par l'attaque mode. Et on va justement on vous a parlé tout à l'heure du stop and go de 10 secondes de Sébastien Buemi. On va remercier Paul Gaillardeau. On vous parlait tout à l'heure de Vincent Gaillardeau. Bah voilà, on remercie Paul qui nous précise, et c'est vrai, le changement de powertrain de Seb, et c'est la raison de ces 10 secondes de stop and go. Et ça là aussi donc une pénalité suite à un changement technique, comme ça a été le cas pour les deux Dragons. Merci Paul pour cette précision. Week-end compliqué, hein, encore une fois pour l'instant pour les hommes malheureusement et les femmes de chez Nissan-Idams. Cette équipe qui est pourtant performante depuis le début de l'année. Beaucoup de frustration pour cette équipe. Et l'attaque qui continue pour Max Günther. On a vu les roues bloquées du pilote BMW pour lui doubler Lucas Di Grassi. Le mode attaque est fraîchement activé pour le pilote BMW qui était en tête et qui est maintenant 4e. Ouais, Günther est très agressif, hein. On voit depuis le début de course, il y a beaucoup de blocage de roues, hein, que ce soit gauche ou droit. Je pense qu'il a une répartition de freinage pas mal sur l'avant. Let's follow the beeps, we do not go mental on attack. Di Grassi behind, on step. Alors, on va ajuster le kilo, je ne sais pas si ça concernait la map moteur par rapport au kilowatt, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'après quand on lui dit follow the beep, ce qui est clair c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure. Les pilotes ont des bips dans le casque et qui en fait sont calibrés pour la gestion de l'énergie. Visiblement Max Günther ne les suit pas vraiment et on doit peut-être consommer un petit peu trop. Pour l'instant on n'a pas encore les pourcentages. Il faut savoir que les équipes n'ont aucune information sur ce que consomment leurs adversaires. Donc lorsqu'on va avoir les premiers pourcentages à l'écran, les équipes vont sauter sur leur téléphone et prendre en photo les pourcentages d'énergie de leurs adversaires pour ensuite voir un petit peu où est-ce qu'ils se positionnent. Et là, eh bien, peut-être que justement on est en train de s'inquiéter si Max Günther ne consomme pas un peu trop d'énergie. Déjà la première référence qu'on a c'est par rapport à son coéquipier Jack Dennis. Et oui, il faut vraiment gérer cette énergie, hein. C'est la clé en Formule 1. Donc après trouver la bonne balance entre voilà, attaquer sur un tour ou deux pour essayer de faire le gap. On voit déjà un tout droit. Et on nous confirme qu'il n'y a effectivement aucune conversation radio entre Oliver Roland et l'équipe. A noter aussi que le meilleur temps en course a été effectué par Robin Fringe. Donc il est à la 17e place, mais c'est lui qui a quand même le meilleur chrono et loin devant, hein. Il a 8 dixièmes, il est 8 dixièmes plus rapide que Verlaine par exemple. Pascal Verlaine qui est en tête pour l'instant. Jack Dennis est 2e, Jean-Éric Vergne est 3e, Lucas Di Grassi qui plonge dans l'activation du mode attaque. Günther, mode attaque active et Di Grassi, Sims Mortara également. Sauf erreur de ma part, Jean-Éric Vergne ne l'a pas encore activé, Nathanaël. Non,
Et Jack Dennis non plus, je crois. Ouais, et il me semble bien que c'est pas la première fois qu'on décale un peu la stratégie du côté de DS. On avait vu qu'ils avaient également tenté quelque chose dans ce style à Monaco, par exemple, du côté de DS Techeetah. Mais là, Jean-Éric Vergne, il est sous la menace de Max Günther derrière avec ses 35 kW. On voit qu'il y a quand même un réel avantage. Il y a des circuits où c'est plus flagrant que d'autres. Ici, ça l'est. Et là, il va passer dans les droites. Hein. Là, il va pouvoir passer dans les droites, Jean-Éric. Il lui reste 16 secondes. Bah, ça sera juste parfait. Alors apparemment il y aurait eu contact entre Nyck De Vries et Robin Frijns. C'est sous enquête à la direction de course. Alors Jack Dennis qui demandait justement où est-ce qu'on en était certainement de la stratégie, car derrière Günther et Vergne se sont doublés. Ça laisse donc peut-être un petit peu d'air pour aller activer le mode attaque sans perdre trop de temps. Jack Dennis, voilà, qui plonge pour activer son mode attaque. C'est pas une surprise, on a entendu les conversations radio. Ça ressort très propre. Ça va ressortir devant Lucas Di Grassi, mais derrière Eduardo Mortara. Ouais, Jack Dennis qui, s'il arrive à rester vraiment proche dans les droites, va pouvoir repasser. Et là, il faut enchaîner les tours. Et il faut surtout perdre le moins de temps possible pour ne pas être décroché par le peloton de tête. Confirmation, hein, Jean-Éric Vergne n'a pas encore activé de mode attaque. C'est le cas de Evans et de Bird. Bird qui est 8ème. Bird qui est 8ème. Il partait très loin, hein, Sam Bird. Il partait 17ème, 18ème même. Et Sam Bird est remonté 8ème sur une course absolument incroyable. Alors c'est vrai qu'il a encore ces 2 modes attaque à activer. Mais en tout cas, course assez impressionnante, hein, de la part du pilote Jaguar. Et devant en tout cas, pas de problème pour Pascal Wehrlein. 3 secondes 2 d'avance. Ah oui, là il a fait le gap. Hein. Ah, il a fait le job et on rappelle, hein, Pascal Wehrlein, il a besoin de conjurer le sort ici au Mexique. Et le voilà qui plonge déjà pour activer son 2e mode attaque et c'est très intelligemment pensé. Il avait l'avance pour le faire, ça ressort devant Günther. Ah voilà, c'est parfait sur la stratégie, vraiment parfait. Oh, ça a tapé derrière pour Jean-Éric Vergne. Et la course qui va malheureusement tourner au cauchemar pour le double champion. Jean-Éric Vergne qui avait le mode attaque tout juste activé. Ah, quel dommage pour Jean-Éric Vergne. Can we pit? Oh, the guy is destroyed. The guy completely. Ah ouais, ça va être un abandon. Ouais, quel dommage. Sous le regard de Mark Feston et de Thomas Chevauché. Et il y avait des gros points pourtant en ligne de mire pour Jean-Éric Vergne. Pascal Wehrlein en tête devant Max Günther. Mortara est 3ème, Jack Dennis 4ème et Lucas Di Grassi 5ème. Lucas Di Grassi qui tente de mettre la pression sur Jack Dennis pour ses dernières secondes de mode attaque. Alors on a vu la petite boîte là de Di Grassi. Ouais, et le regard d'Alain Matnish, le team principal Audi. Et Jack Dennis, j'ai le sentiment qu'il en tire pas vraiment parti de ce 2e mode attaque. Toujours sous la pression de Di Grassi. Il a pourtant ses 35 kW en plus. Assez surprenant. Ah, il y a peut-être déjà de la dégradation de pneus. Hein. Il y en a qui gèrent un petit peu mieux. Embarqué avec Lucas Di Grassi, on va revoir ce qui s'est passé du côté de Jean-Éric Vergne. Alors c'est tout au fond de l'écran. On a vraiment la fin de l'action. Difficile de bien voir. Ah oui, c'est bien fait. Il y a clairement un contact avec Alexander Sims.
le pilote Mahindra au contact de la DS. Et malheureusement, eh bien, la course est terminée pour le double champion. Quel dommage. Il y avait une belle carte à jouer pour Jean-Éric Vergne. Il était dans la bataille pour le podium, hein, clairement. Ah oui, là je pense que c'était le plus gros du travail était fait. Et malheureusement, bah, là, Sims, c'est vraiment pas sportif. Alors, si, il l'a vu, hein, parce qu'on voit quand même la voiture. Et ouais, pas très sportif. Je pense qu'il prendra une pénalité. Hein. Et ça plonge dans l'activation du mode attaque. Le deuxième pour Lucas Di Grassi. Ça va ressortir à la 6e place devant René Rast. Di Grassi qui fait une course solide. Hein. Ouais, pour l'instant c'est bien emmené de la part de Lucas Di Grassi, même s'il est un petit peu loin de Pascal Wehrlein. Pourquoi on vous dit ça? On vous rappelle c'était en 2019, Pascal Wehrlein était parti pour faire un carton plein, pôle victoire, meilleur tour en course pour Pascal Wehrlein, s'enlevant voilà à une dizaine de mètres de la ligne d'arrivée. Sa voiture était arrivée au bout de son énergie, elle est tombée en panne et Lucas Di Grassi l'a doublé quasiment sur la ligne d'arrivée. Ça avait été un cauchemar littéralement pour Pascal Wehrlein et depuis bien évidemment le pilote Porsche a eu l'occasion de retrouver la voie du succès, mais c'est vrai que de l'avoir, peut-être si on lui avait dit Di Grassi est juste derrière, ça lui aurait rappelé des mauvais souvenirs. Bon, en tout cas pour l'instant il est sur une course parfaitement maîtrisée. Le pilote on va dire germano-réunionnais, Pascal Wehrlein. Oui, il a presque une seconde d'avance. Alors à noter quand même que le meilleur temps vient d'être réalisé par René Rast. Le dernier tour. Il n'avait pas l'attaque mode, hein. Je ne crois pas qu'il avait l'attaque mode à ce tour-là, donc il est très rapide. L'activation du mode attaque pour Max Günther et pour Eduardo Mortara, c'est la charge finale. Max Günther qui était actuellement à 4 secondes 2 de Pascal Wehrlein. Est-ce que cette deuxième activation pourrait lui permettre de revenir sur le leader? Et Lucas Di Grassi qui lui est bloqué derrière Mitch Evans. Les Jaguars qui ont bien rattrapé le coup quand même, hein. Ils s'étaient montrés assez timides en qualification. Mais là je pense que c'est l'écart le plus flagrant qu'on a vu entre le rythme en qualification et le rythme en course, hein, chez Jaguar. Et Max Günther qui passe Jack Dennis. Ouais, il y a dû avoir une petite consigne de course pour laisser passer, parce que Günther est quand même à 4 secondes maintenant de Wehrlein. Hein. Il va falloir cravacher un peu pour remonter, mais Wehrlein a fait le job. Ouais, la Wehrlein qui est en train d'essayer maintenant de creuser l'écart. Les bons chronos en tout cas s'enchaînent, hein. Il roule en moyenne 2 dixièmes au tour plus vite que Max Günther. Et pourtant, on l'a dit, Max Günther a le mode attaque activé. C'est surtout qu'on le découvre. La première évaluation des énergies. Et regardez à gauche de votre écran, quasiment 1% et demi, voire 2% entre Wehrlein et Günther. Wehrlein qui vient de passer de 51 à 50. Et ça a tapé pour Sam Bird. Ah, quel dommage. Je pense qu'on va avoir encore un safety car. Ouf, ouais, là c'est vraiment dommage parce que là Sam Bird il était remonté dans les points. Le mode attaque tout juste activé. Au même endroit que Jean-Éric Vergne, et on a vu la roue avant droite qui était également pliée. C'est la sortie du mode attaque, hein, qui doit de toute façon poser le problème et qui doit créer des contacts à cet endroit. Nathanaël, je pense que là l'analyse en tout cas pour l'instant c'est ce qu'elle retranscrit. Oui, on sait que la piste est très sale en dehors de la ligne de course, et l'attaque mode évidemment c'est pas une ligne de course. Alors oui, effectivement les pilotes la prennent de temps en temps, mais la piste est très sale. On voit un petit peu de fumée derrière la voiture en sortant de cette ligne, et ça c'est toute la saleté en fait qui est très glissante pour les voitures. Alors là on n'a pas vu l'image, hein, donc peut-être qu'il s'est fait aussi percuter. Alors, activation du mode attaque. Derrière lui il a Antonio Félix da Costa et Oliver Roland. Et voilà, c'est ça, il s'est passé exactement la même chose. C'est exactement pareil, un pilote qui sort, qui élargit sa trajectoire.
Mais là en fait c'est encore avec une Mahindra, mais cette fois c'est celle d'Alex Lynn, mais là ils y sont pour rien les pilotes. En fait ils sont à pleine charge à la réaccélération, ils n'y peuvent rien. C'est vrai que cette sortie du mode attaque clairement elle est piégeuse. Ah oui là c'est très et ça va certainement amener quelques modifications, quelques corrections pour la deuxième course sous le regard forcément déçu de James Barclay. Et en parlant de correction, autant pour moi il n'est pas germano-réunionnais, Pascal Wehrlein, évidemment, il est germano-mauricien, excusez-moi, c'est une erreur de ma part, mais voilà, le leader, Pascal Wehrlein, en tête de la course. Tous les modes attaque ont été activés par le pilote Porsche qui a 2 secondes 8 d'avance sur Max Günther. Encore un mode attaque pour Jack Dennis. Le problème, c'est que ce safety car, eh bien, il réduit tous les écarts. Et ça, eh bien, ça va pas faire les affaires de Dennis, puisque lorsqu'il va activer son deuxième mode attaque, eh bien, il risque de se faire passer par beaucoup de pilotes. Ouais, là on voit quand même que je pense que ça va être une aubaine pour les pilotes Audi. On voit que les pilotes Audi sont très rapides sur un tour et surtout sur cette fin de course. Et surtout pour Di Grassi qui a le fan boost. On rappelle qu'avec le vote des fans, il va avoir une activation de surplus de puissance de quelques secondes. Et ça aussi, ça peut faire la différence sur un restart par exemple. Ah complètement, ça peut faire une très grosse différence. Et ce deuxième safety car, ça va pas être simple aussi pour la gestion d'énergie. On va voir. C'est surtout qu'on ça a complètement réduit l'écart créé par Pascal Wehrlein. Ah bah plus de 4 secondes, c'est sûr que c'est pas pareil. Quel dommage pour Sam Bird qui avait pourtant entamé une incroyable remontée. Il avait déjà gagné plus de 10 positions dans cette course. Ah ouais, Sam Bird avait fait une très belle course. Et là, il y peut rien. Il y peut absolument rien. Il est sur sa ligne et puis il va se faire percuter. Oui, c'est important aussi de préciser que le pilote qui le tape n'y est pour rien non plus. Il sort de son virage, il ne peut pas deviner qu'il y a Sam Bird qui va débouler à la sortie du... Les deux ne se voient pas, c'est bien ce qu'il faut préciser quand même. On voit passer Robin Frijns, 21e seulement Robin Frijns. Eh bien on en a l'explication, et c'est ça justement qui avait été mis sous enquête, c'est cette touchette entre Robin Frijns et Nyck de Vries. Et visiblement, eh bien, il a pris une. Est-ce qu'il a pris une pénalité, Robin Frijns? En tout cas, il est dernier, donc. Ah oui, il en a doublé 2. Ouais, enfin là. C'était un petit peu osé. Et du coup, il a un beau trou là dans son crash box. Journée catastrophique pour l'équipe de Sylvain Filippi. Et donc on a une enquête entre Lynn et Bird, mais là pour le coup je suis pas sûr que ça nécessite de pénaliser un des deux pilotes. C'est plutôt la sortie de ce mode attaque qui va devoir être revue peut-être pour la deuxième course demain, puisqu'on rappelle il y aura une deuxième course sur ce circuit de Puebla à suivre sur les antennes d'Eurosport. Toujours avec vous Nathanaël? Oui, je suis toujours là. Je regardais justement sur la vue d'hélicoptère, on voyait bien les deux lignes avec le mode attaque. Alors bon, c'est un peu tendancieux, mais bon, les pilotes le savent quand même qu'il y a ce mode attaque. Et bon, c'est vrai qu'on a vu deux fois un accrochage ici. Il y a peut-être à repenser ce mode attaque, mais les pilotes essayent aussi de fermer la porte pour pas se faire doubler sur la accélération. Donc bon, on va voir ce que les commissaires disent, mais voilà, c'est un peu tendancieux quand même. Et dans quelques instants, le safety car qui devrait s'effacer. La course qui va pouvoir reprendre ses droits après qu'on ait enlevé la monoplace, la Jaguar de Sam Bird. La concentration chez Jaguar. Là ici Dilbagh Gill, le pilote Mahindra. Là, le team principal Mahindra, pardon, pas le pilote.
Allez, la relance dans quelques instants. On a aperçu un graphique intéressant, hein, les pilotes qui ont le plus régénéré d'énergie. C'est Dacosta qui s'est montré le plus efficace dans cette manœuvre. Gunther qui donne un peu de pression à Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein qui impose son rythme pour cette relance. C'est reparti pour le pilote Porsche devant les deux pilotes BMW. Eduardo Mortara est 4e. Le top 5 est complété par Lucas Di Grassi. Encore une fois, Gunther est très proche de Wehrlein. Très proche de Wehrlein. Et Pascal Wehrlein qui essaie de creuser déjà quelques dixièmes sur cette relance. Là je pense que celui qui pour l'instant s'arrache un peu les cheveux sous le casque, c'est certainement Jack Dennis, parce qu'il sait qu'il a un deuxième mode attaque à activer. Et pour l'instant il ne voit pas trop comment il va l'activer sans perdre beaucoup de position, puisqu'on rappelle que les deux modes attaque doivent être obligatoirement activés dans cette course. Et oui, là au niveau stratégie, c'est vrai que les deux safety cars, ça va pas faire l'affaire de Dennis. Il risque de perdre le podium. Et c'est pour ça qu'on nous montrait tout à l'heure Jérôme D'Ambrosio et tout le clan Venturi extrêmement concentré sur la course, parce qu'on sait que là il y a peut-être un podium à aller chercher du côté de Mortara. Pour ça il va aussi falloir résister à Di Grassi. On voit les 2% d'écart entre Wehrlein et Gunther, et on se rappelle tout à l'heure le message de l'ingénieur à Max Gunther: respecte les bips, respecte les bips. Et bien peut-être que là il est en train de le payer, le pilote BMW. 2% c'est gigantesque, c'est un peu plus qu'un demi-tour à la fin. Oh, la perte de contrôle de Sergio Sette Camara. On voit que Blomqvist est quand même, il est en 16e position, mais il a beaucoup plus de batterie que les autres. Il a mieux géré. Oh, et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout, parce que Pascal Wehrlein il est sous enquête pour une infraction technique, et ça souvent ça a un rapport avec le calibrage du software, c'est-à-dire du logiciel. Ça veut dire que ou il a consommé trop de puissance, ou il consomme trop d'énergie. En tout cas c'est jamais très bon quand on a ce genre de message. Ah oui, parce que là il est clairement au-dessus du lot, on voit, ça fait... Bon, alors souvent quand il y a un écart c'est pas flagrant, ça se voit pas forcément tout le temps à l'image, mais peut-être qu'il il consomme un tout petit peu trop de puissance. Non, ce que je voulais dire c'est qu'il il est quand même vraiment plus rapide que les autres. Ah non, mais ça serait terrible. Il a un très bon rythme, donc... Je suis d'accord avec vous, Nathanaël, ça serait absolument terrible pour Pascal Wehrlein, lui qui a déjà connu peut-être une de ses plus grosses déceptions dans le sport automobile au Mexique. Ça serait véritablement la terre maudite pour Pascal Wehrlein. Mais pour l'instant il n'y a pas de pénalité. On va croiser les doigts pour le pilote Porsche, parce qu'il la mériterait tellement cette victoire. Oui, Jack Dennis qui vient attaquer Max Gunther. Max Gunther qui perd en rythme. Il a 2% de moins que les autres, et il commence peut-être à comprendre que s'il veut rallier l'arrivée, il va devoir en sauver de l'énergie. Et oui, il a été très agressif toute la course sur ses dépassements. Et il a sans doute il a consommé plus que les autres, donc là il va falloir qu'il fasse vraiment très attention sur les 10 dernières minutes qui restent. Et ça c'est intéressant, pas de pénalité suite à la touchette entre Lynn et Sam Bird. Ça veut donc bien dire qu'on est conscient qu'il ne s'agit pas d'un problème entre pilotes, mais d'un problème de piste. Et oui, les commissaires ont jugé comme ça. Peut-être que demain ils vont changer ils vont revoir l'attaque mode. Ça serait peut-être pas mal. Ah, il est impressionnant, Pascal Wehrlein en tout cas. Ah oui, et Porsche en aurait tellement besoin de cette victoire. Le début de saison il a quand même été extrêmement dur pour Porsche. On rappelle que Pascal Wehrlein est le mieux classé des deux pilotes. Il est 12e seulement au championnat. André Lotterer n'est que 18e. Et on a également sous enquête Oliver Roland, Sébastien Buemi et André Lotterer pour une infraction technique. Et là on voit vraiment la Porsche qui est vraiment très stable. Toujours avec une petite tendance sous-vireuse par rapport aux autres. Un arrière qui est vraiment, vraiment stable. Oh, le blocage d'Eduardo Mortara.
Alors que Max Günther essayait de se protéger à l'entrée du premier virage. Où il se protégeait, où il évitait une zone qui était un petit peu plus sensible, puisque c'est déjà à cet endroit tout à l'heure qu'on a vu Sergio Sette Camara perdre un peu le contact. Ah, Enfin, le contrôle. J'ai l'impression qu'il a bloqué ses roues arrière. Peut-être qu'il a augmenté sa régène. Il faut savoir que la régénération est sur les roues arrière, donc peut-être qu'il en a trop mis et il s'est fait surprendre sur le frein. Il n'a pas ajusté sa répartition de frein sur l'avant pour compenser cette régène. Ah, certainement ça arrive parfois. Hein. Certainement une balance, hein, un des presets, comme on dit, une des configurations, même si on rappelle qu'avec le brake by wire, hein, maintenant, normalement, il y a beaucoup plus d'automatisation dans ces Gen 2. En tout cas, il s'est passé quelque chose sur le ça a frein. bloqué, ça, mais on est entièrement... Non mais Nathanaël, vous aviez absolument raison, hein. C'est sûr qu'il a bloqué à l'arrière, on est entièrement d'accord. La cause exacte, de toute façon, seul lui et ses ingénieurs le savent. On essaye, nous, de décrypter, d'y voir des pistes, mais vous aviez entièrement raison, il a bloqué de l'arrière, c'est évident. En tout cas, il s'est fait, à mon avis, il sera plus surprendre. Il freinera peut-être un petit peu différemment là, sur ce premier virage, hein, qui, on l'a vu, est très piégeux, très bosselé, avec peu de grippe, et c'est vrai qu'on voit souvent des blocages de roues, surtout sur l'avant, mais là sur l'arrière c'est impressionnant. Max Günther qui continue d'essayer de se protéger de ses adversaires. Peut-être aussi essaye-t-il de casser un peu l'aspiration pour éviter à ses petits adversaires enfin tout ça pour faire consommer ses adversaires qui ne profitent pas de son aspiration. On voit Rast, D'Acosta, là, ils sont très bien en batterie. Et Di Grassi aussi, hein. Di Grassi qui est vraiment qui a 1% et demi de plus que Verlaine, et Jack Dennis qui va donc activer ce deuxième mode attaque, certainement avec, j'ai presque envie de dire, le cœur lourd, hein, parce que là il va perdre beaucoup de positions. Ah là oui. Il se ressort 8e, 9e. Jack Dennis 7e, Mitch Evans 11e. Et Max Günther qui est un petit peu en difficulté, même très en difficulté. Max Günther, doublé par Mortara. Mortara 2e, Di Grassi est 3e maintenant. Eduardo Mortara qui a 1% de moins que Verlaine et que Di Grassi. Ouais, Max Günther, il est obligé de baisser le rythme, hein, s'il veut rallier l'arrivée, s'il veut prendre des points aujourd'hui. Là, je vois bien Rast et D'Acosta là, qui sont vraiment très bien sur cette fin de course. On l'avait dit, les deux Audi qui étaient en grande forme là, sur cette fin de course, et en plus elles ont de la batterie. Et vous l'aviez vu, hein, Nathanaël, vous l'aviez vu pour les Audi, c'était très bien vu, parce que là ils sont maintenant tous les deux dans la course à un éventuel podium. Là va falloir se méfier là, sur les derniers tours, là où on sait que la régène et surtout la consommation est très importante. C'est là où on voit le plus d'écart, hein, dans les deux derniers tours. Beaucoup de dépassements. Quelle course en tout cas pour les débuts de la Formule I à Puebla. Le circuit a tenu toutes ses promesses. Ah, il s'attape. Et là Max Günther qui commence à vraiment se ressouffrir, hein, sur cette fin de course. La touchette avec Antonio Félix d'Acosta, le champion en titre. Et il ne se laisse pas faire, pourtant le pilote BMW, il veut ramener des points. Mais il sait que malheureusement, eh bien, il va devoir baisser le rythme s'il veut rallier l'arrivée avec ses pourcents en moins. Ah là c'est viril, hein. Là, faut se battre, hein. Là ça se bat. On voit que Günther il est très agressif, hein, depuis le début. Et il y a un course. autre pilote qui est bien remonté, hein. Stoffel Vandoorne est dans les points maintenant. On n'en a pas parlé de Stoffel, mais il fait une course extrêmement solide. Lui qui est parti depuis le fond du classement, depuis la 21e position sur la grille. Et rentrer dans les 10, ouais, c'est une très belle course. Oh, le blocage d'Antonio Félix D'Acosta qui tire tout droit et qui va se faire passer par Alex Sims. Et on en a vu beaucoup, hein, des blocages sur ce premier virage. C'est très bosselé en fait, c'est très bosselé, et si on ne freine pas au bon endroit, du coup ça bloque très facilement. 16% pour René Rast, 16% pour le pilote Audi qui est 4e. Est-ce que c'est lui qui peut peut-être profiter de ces 2% de plus pour essayer d'aller chercher Eduardo Mortara et peut-être même son coéquipier Lucas Di Grassi?
le champion en titre du DTM qui peut créer une belle surprise sur cette fin de course. Alors c'est le plus rapide du top 5, si je ne me trompe pas. En tout cas sur un tour. Et en plus il a plus d'énergie. Et Verlaine qui est tranquille aussi devant, hein. Il a encore remis presque 4 secondes aux autres. Il est un peu sur notre planète ce week-end. On verra ce que donne l'investigation, mais en tout cas ouais, ils ont fait vraiment du bon boulot. Statistique également intéressante hein, sur René Rast qui est 4e. C'est le pilote le mieux classé au championnat sans podium. C'est-à-dire que tous les pilotes au championnat devant lui ont des podiums. Et ça y est, Lucas Di Grassi qui profite de ses derniers tours pour attaquer. Lucas Di Grassi qui passe 2e et René Rast qui dans la foulée va essayer de mettre la pression sur le pilote Venturi. Vous le voyez, 2% d'écart entre 1,5% on va dire, 2% entre Rast et Mortara. René Rast qui pourrait aller chercher son premier podium de la saison, le 2e après celui qu'il avait décroché à Berlin. Ouais, les deux Audi là sont très très solides sur cette fin de course. Ils ont très bien géré l'énergie et on voit les voitures plutôt aussi stables. Ils ont aussi bien géré les pneus. Très très bonne gestion de l'équipe Audi. Est-ce que Lucas Di Grassi peut profiter de ce pourcent de plus pour aller chercher Pascal Verlaine? Il avait quand même bien creusé l'écart, le pilote Porsche, 4 secondes d'avance. Ouais, Verlaine semble un petit peu loin. Par contre Rast ou Di Grassi, je ne sais pas s'il y aura consigne de course, mais Rast semble être vraiment bien sur sa gestion d'énergie. Alors là Rast perd un petit peu de temps sur Eduardo Mortara, ça va être un peu court pour aller chercher derrière Lucas Di Grassi. On va certainement à un moment figer les positions derrière pour placer les deux Audi sur le podium. En tout cas, il va aller chercher, il va tout faire pour aller chercher Mortara. Mortara doit faire du lift. Ouais, voilà, c'est ce qui va se passer exactement maintenant. Mortara qui va relâcher un peu plus tôt, qui va lifter, c'est-à-dire relâcher l'accélérateur pour sauver de l'énergie. Et René Rast qui prend donc la 3e position provisoire de cette course. Les deux Audi sur le podium. Est-ce que ça vous rappelle pas des souvenirs de voir Pascal Verlaine en tête et Lucas Di Grassi 2e? La différence, c'est évidemment qu'il a beaucoup plus d'avance, Pascal Verlaine. Les voitures ne sont plus les mêmes, si je ne me trompe pas. Attendez, je suis en train de me mettre un doute là. En tout cas, le scénario, lui, c'est sûr, ce n'est pas le même. Et pour l'instant, Pascal Verlaine aimerait bien évidemment conjurer le sort. En tout cas, derrière, c'est la file indienne. Toutes les voitures sont ensemble. Autant pour moi, c'était déjà ces voitures-là lorsque Lucas Di Grassi avait réussi à passer Pascal Verlaine sur la ligne. Malgré tout, on croise, j'ai presque envie de dire, on croise les doigts pour Pascal Verlaine parce que ça serait quand même la belle histoire, une belle rédemption pour lui après ce qu'il avait vécu au Mexique il y a 2 ans. Sous les applaudissements, vous le voyez, du public mexicain. Il va rester un tour, dans cette course. Et on est dans le dernier tour, ça y est. Le dernier tour de cette course. On a perdu la réalisation. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, on revient sur la course, sur le dernier tour. Et Max Günther qui tente de survivre comme il le peut. Beaucoup de blocage toujours sur le bout de cette ligne droite des stands. Verlaine, Di Grassi, Rast. Et là les pilotes qui ont sauvé le plus, qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Devant, ça sera un véritable cavalier seul pour peut-être filer vers sa première victoire de la saison. Sa 2e en carrière à Pascal Verlaine. Et Rast qui est bel et bien collé à Di Grassi. Est-ce qu'Audi va imposer aux pilotes de figer les positions? À mon avis, ça va être délicat. C'est toujours difficile de demander à un pilote de figer la position, surtout pour une place sur le podium. 1% pour Verlaine et Mortara, 2% pour Di Grassi et Rast. Mais ça va suffire. Il rentre dans le dernier virage et Pascal Verlaine qui 2 ans après la plus grosse déception de sa carrière est en train de filer vers sa 2e victoire en Formule I. C'est fait pour Pascal Verlaine.
Très belle victoire. Audi placé 2 voitures sur le podium. Deuxième place pour Lucas Di Grassi. La troisième place pour René Rast. Victoire de Pascal Wehrlein. Good drive, Lucas. Good drive. Look for pick up, please. Pick up, Lucas. Make it to the box. Check tire pressures if needed. Some burnouts before you in the box. Et c'est sa première victoire en carrière, autant pour moi, hein, Pascal Wehrlein. C'était sa deuxième pole, mais c'est sa première victoire. Et non! Et incroyable! Mais non, c'est pas possible! Il est disqualifié! Pascal Wehrlein est disqualifié! C'est pas possible! C'est pas possible! Audi s'impose donc sur le e-prix, c'est la consternation ici à Puebla. Lucas Di Grassi s'impose devant René Rast, le premier à avoir passé la ligne. Pascal Wehrlein est donc disqualifié. Ah, c'est terrible. Il était sur le point de décrocher sa première victoire ici, enfin au Mexique, il y a 2 ans. Lucas Di Grassi lui avait pris sur la ligne. 2 ans après, Pascal Wehrlein franchit la ligne en première position et est disqualifié pour une infraction technique. Et une fois encore, c'est Lucas Di Grassi qui décroche la victoire. Quelle histoire incroyable. On marque une pause, on revient dans un instant. Nous sommes tout juste en train de reprendre nos émotions ici à Puebla pour le 8e rendez-vous du championnat du monde FIA Formula I, où il y a quelques instants Pascal Wehrlein a franchi la ligne en première position. Il pensait enfin avoir décroché sa première victoire dans la discipline. Seulement voilà, Pascal Wehrlein est disqualifié pour avoir consommé, alors a priori, ou trop d'énergie, ou trop de puissance. On n'a pas encore le détail. André Lotterer est également disqualifié dans cette course. Les 2 pilotes Porsche sont disqualifiés. C'est l'information qui nous arrive à l'instant même. Il y a exactement 2 ans, Pascal Wehrlein, comme aujourd'hui, avait décroché la pole. Il y a exactement 2 ans, comme aujourd'hui, il était sur le point de décrocher sa première victoire en Formula I. Il y a 2 ans, Lucas Di Grassi l'avait doublé sur la ligne. Pascal Wehrlein était tombé en panne à quelques mètres seulement de sa première victoire. Aujourd'hui, Pascal Wehrlein a bel et bien franchi la ligne en première position. Mais il est disqualifié. Et une fois encore, comme il y a 2 ans, c'est Lucas Di Grassi qui va monter sur la plus haute marche du podium. Ouais, scénario incroyable. Le scénario est juste incroyable. Alors certains diront il n'y a que la Formula I qui peut nous proposer des histoires pareilles, c'est complètement fou. Et je vais vous dire, on essaie de ne pas prendre parti pour un pilote ou pour un autre, mais ça fait mal au cœur. Je sais que vous êtes nombreux à suivre Pascal Wehrlein. Et là ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce qu'il l'a mérité. Il l'a mérité sa victoire, Pascal Wehrlein. C'est très très dur. Mais il y a des règles. Il y a des règles de gestion d'énergie en Formula I. Et aujourd'hui, Audi décroche un doublé. Lucas Di Grassi s'impose devant René Rast. Edoardo Mortara monte sur la 3e marche du podium. La joie du team principal, Alan McNish. Et voilà donc la victoire de Lucas Di Grassi. Ah, ça fait du bien pour Audi qui n'avait pas forcément fait un très bon début de saison, et là faire un doublé à ce moment là ça va regalvaniser toute l'équipe. C'est la 11e victoire en carrière de Lucas Di Grassi. Il ne lui en manque plus que 2 pour égaler Sébastien Buemi, toujours détenteur du record. Et la belle image, forcément, pour Audi, qui aura fait une très belle course. Vous l'aviez vu venir, la performance d'Audi en fin de course, vous l'aviez vu venir, Nathanaël. On va dans quelques instants avoir les impressions certainement de Lucas Di Grassi.
les voitures avaient l'air très stables, un très très bon rythme milieu de course et fin de course, une très bonne gestion d'énergie, management des pneus impeccable et ouais, enfin, très bonne stratégie de Audi. Ah ouais, la déception de Verlaine, c'est normal, hein, lui il y est pour rien, il a fait sa course, il n'a pas fait d'erreur. Il a très bien piloté, hein, quand on voit l'auteur où il est par rapport à Verlaine, c'est sûr que le pilote a fait le job, mais bon, ouais, comme vous l'avez dit, c'est le jeu de la Formule I et il y a des règles strictes et malheureusement bah, c'est pas passé pour cette fois. C'est vrai que ça peut quand même nourrir quelques déceptions. Il y a des règles, certes, et il faut les appliquer. Mais on peut malgré tout partager une certaine tristesse, hein, pour Pascal Verlaine qui semble maudit sur les terres mexicaines. Lucas Di Grassi s'impose devant René Rast, Eduardo Mortara, Alex Sims et Jack Dennis complètent le top 5. D'Acosta, Van Dorn, Evans, De Vries et Lynn complètent le top 10 et Gunther n'a pas réussi à terminer dans le top 10. Pas faute d'avoir essayé malheureusement. Ouais, il était un petit peu gourmand là sur la gestion d'énergie, hein. On a vu qu'il poussait vraiment beaucoup, très agressif et comme quoi voilà, c'est une course où il faut être patient, faut bien réfléchir. Il y a voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte et voilà, le résultat normalement c'est la ligne d'arrivée, c'est le drapeau à damier et donc il faut tout mettre bout à bout. C'est ça qui est très difficile en Formule I. Et voilà, Audi s'en est très bien tiré ici au Mexique. J'aperçois notre ami Niki Shield qui doit être au niveau de Lucas Di Grassi. On va peut-être avoir un premier mot du vainqueur du jour. Incroyable, très belle remontée Lucas Di Grassi. Bravo à vous. Je veux avant tout remercier l'équipe. Motorsport, it looks like a one-person victory, but everybody in the factory put so much work. Ouais, vous savez, dans le sport automobile, la victoire, c'est tellement de travail derrière, et il y a aussi la chance. Et on en a eu un peu, on a tout eu aujourd'hui, le travail et la chance. I have René here with me, first podium for both of us this season. C'est notre premier podium à tous les deux, hein, cette année. Et on avait le rythme. Je savais qu'on avait le rythme, il fallait juste que la chance tourne et aujourd'hui on a eu les deux. Et bravo à René également. C'est juste incroyable pour notre équipe. Et voilà la revanche, hein, après la victoire de Rome qui lui avait échappé sur une casse mécanique à Lucas Di Grassi. On revoit, hein, l'attaque sur Eduardo Mortara qui aura donc finalement été déterminante. Pas de mots, hein, pas de mots de Lucas Di Grassi pour Pascal Verlaine en revanche. Ouais. Bon après c'est sûr que c'est une belle émotion, hein, pour l'équipe, hein. Lucas l'a dit, c'est le premier podium pour Audi cette année, donc c'est très important. Je vois un grand sourire qui est caché derrière ce masque. Ouais, c'est absolument incroyable. Ouais, je savais qu'on avait le rythme, hein, pour faire un podium, mais bon, entre l'avoir et le faire, c'est autre chose. Mais bon, tout s'est déroulé parfaitement. On a été chanceux, c'est vrai, mais on avait aussi une très bonne voiture. Les gars ont fait un fantastique travail. Nous sommes très heureux, hein, pour ce double podium. Je suis très heureux pour l'équipe. Merci à tous les gars, merci à tous. Et ce matin, j'ai fait une petite erreur, j'ai un peu abîmé la voiture, ils me l'ont réparé parfaitement. Et la bataille pour le championnat qui démarre réellement maintenant finalement. Ouais, et puis en plus c'est vraiment génial de revivre tous ces moments-là avec les fans, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Et j'espère qu'on aura encore plus de fans avec nous dans le futur.
Ouais, le sponsor de l'équipe qui a toujours ses invités qui sont reconnaissables à cette couleur dans les tribunes. On voit également l'attaque de René Rast sur Eduardo Mortara. Il le savait, c'était au même endroit. On revoit la joie lorsque la disqualification de Pascal Wehrlein a été annoncée. Eduardo Mortara, félicitations. C'est un podium inattendu après la disqualification de Wehrlein. Ouais, on m'avait prévenu pendant la course qu'il était sous enquête. J'ai donc essayé d'optimiser parce que je me suis dit si ça découle sur une décision comme ça, il faut que je sois au moins sur le podium. Mais bon, je voulais d'abord essayer de jouer la victoire quand on m'a annoncé l'enquête, mais j'ai rapidement compris que les deux gars derrière moi avaient plus d'énergie, ils étaient plus rapides. Donc alors sur les points de frein, il fallait que je sauve plus d'énergie. J'étais battu. Bravo malgré tout à toute l'équipe. 3e aujourd'hui. Eduardo Mortara, on va remarquer une très courte pause et on va revenir dans un instant pour vivre ensemble le podium de cette 8e course de la saison. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le podium de Puebla. On aperçoit sur l'image le pouce levé de Alan McNish. Et on appelle maintenant les pilotes. Eduardo Mortara est 3e. Eduardo Mortara 3e sur cette course, sur ce podium donc assez inattendu. René Rast est 2e. Très belle course, le 2e podium en carrière de René Rast. Et la victoire donc de Lucas Di Grassi, sa 11e en carrière. Et donc pour la 2e fois, une victoire assez inattendue au Mexique. Now, the national anthem of the winning driver from Brazil. Et après l'hymne du Brésil, l'hymne allemande pour honorer la victoire. Voilà pour les hymnes de cette course et on en sait un petit peu plus sur la disqualification de Pascal Wehrlein et même des deux pilotes Porsche. Nathanaël, c'est encore pire que ce qu'on pouvait penser. Il s'agit tout simplement de l'équipe qui n'a pas déclaré les pneumatiques avec lesquels ils ont fait la course. C'est juste incroyable à ce niveau de compétition. Apparemment les officiels ne pouvaient pas en être sûrs avant qu'il ait passé la ligne d'arrivée. C'est en tout cas les explications qu'on nous donne pour l'instant, des pneumatiques non déclarés sur les deux monoplaces de chez Porsche. C'est en tout cas ce qui a auguré de cette disqualification. Ça n'a donc c'est même pas encore, on dirait, une infraction qui lui aurait donné beaucoup plus de puissance et qui aurait faussé les performances. Ça n'a absolument rien à voir. Il avait fait le job, mais c'est vrai qu'il avait fait le job. Là je pense qu'il va y avoir une grosse discussion en interne parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, faire une erreur comme ça, c'est incroyable, impensable. Et la belle image avec Lucas Di Grassi qui récupère son trophée si joliment donné pour sa 11e victoire en carrière. La photo de famille de ce 8e podium, symbole des joies que le sport peut procurer. Symbole des passions, comme elles nous font tant vibrer, comme le sport sait nous faire vibrer. L'occasion de rendre un hommage à un passionné de sport. C'est Philou Sport qui nous a quittés, Philippe, ce soir,
qui manque cruellement à tous les passionnés que nous étions, qui on aimait partager, dont on aimait lire les passions. On a tous une pensée à Filou Sport ce soir. Voilà pour les célébrations sur ce 8e podium de la saison. On va pouvoir se quitter avec ces images de joie qui doivent certainement contraster avec la très grosse peine de Pascal Wehrlein. On rappelle que le germano-mauricien a franchi la ligne en première position aujourd'hui, mais qu'il a été disqualifié pour des pneumatiques non déclarées. Il y aura certainement des gros airs de revanche demain, puisqu'il y aura une deuxième course de Puebla à suivre sur les antennes d'Eurosport. À demain, Nathanaël Berton. À demain. Merci à tous et on vous se laisse avec ces belles images de joie de ce doublé Audi. Lucas Di Grassi vainqueur, René Rast 2e, Eduardo Mortara 3e.